Entre le XIVe et le XVIIe siècle, l'Europe voit se multiplier les procès pour sorcellerie. Plus de 100 000 femmes et hommes sont exécutés pour ce crime, très souvent sans preuves solides, et sur la base d'aveux arrachés sous la torture. La féminisation utilisée ici est liée au fait que l'écrasante majorité des accusés sont des femmes. Par souci de simplicité, nous renonçons à la double formulation. Nous allons dresser ici deux éléments contextuels. D'abord un canevas classique du déroulement d'un ensorcellement, tel qu'il découle des témoignages et des procès. Ensuite, un portrait typique, forcément caricatural, d'une personne ensorcelée. Attention, ces deux éléments ne sont pas absolus. Des nuances, voire de nettes différences, peuvent apparaître dans certains cas. À avoir en tête, toutes les sociétés humaines incluent des personnes supposées posséder des pouvoirs surnaturels, autant des femmes que des hommes. Et également, ces pouvoirs sont autant bénéfiques que maléfiques, c'est-à-dire tournés vers le mal. La particularité de la grande chasse aux sorcières est d'avoir systématiquement accusé ces pouvoirs d'être maléfiques. Les épidémies, dont la peste noire de 1347, qui décime environ 40% de la population européenne, sont un détonateur. Il faut trouver une cause à la calamité. Le diable est alors vu comme comploteur et actif pour détruire l'humanité. Les personnes ensorcelées sont converties par le diable, pense-t-on, et agissent pour lui afin de détruire leurs semblables. Un ensorcellement se déroule de la manière suivante. D'abord, X rencontre le diable. Le diable le séduit, la séduit. X se donne au diable. Le diable marque alors la personne ensorcelée. La personne ensorcelée paye un tribut au diable qui devient son seigneur. En échange, le diable lui donne des produits magiques. Finalement, la personne ensorcelée peut agir contre les autres hommes, user de ses pouvoirs. Le profil type, c'est une femme en situation de solitude, d'un certain âge, issue d'un milieu modeste, enfin en délicatesse avec ses voisins ou ses proches. Le diable organise des sabbats, des cérémonies diaboliques qui rassemblent les personnes possédées. Là, il s'y pratique toute activité jugée immorale. On boit, on danse, on chante, on se livre au plaisir charnel, on vit dénudé. La référence à la cérémonie religieuse du judaïsme n'est évidemment pas un hasard, c'est une pierre de plus à mettre à l'antisémitisme latent des sociétés européennes. La sorcellerie est une accusation grave qui repose souvent sur des faits concrets, la mort de bêtes ou d'êtres humains. Elle a donné une herbe à ma vache qui est morte, elle a empoisonné l'eau du puits, elle détient des pouvoirs magiques, etc. La justice doit prouver l'ensorcellement. Hélas, les preuves concrètes sont absentes. Alors, la justice cherche des aveux, ou alors la marque du démon. La torture est couramment pratiquée. Devant l'absence de preuves matérielles, la justice procède par un retournement du fardeau de la preuve. Nous allons voir ce que c'est. Le fardeau de la preuve, prenons l'exemple d'un homme qui accuse quelqu'un de lui avoir tiré dessus. Cette personne clame son innocence. La justice va donc, par le fardeau de la preuve, demander que la personne qui accuse donne une preuve de l'accusation. Le fardeau de la preuve est un principe judiciaire fondamental. C'est à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Si on reprend une accusation de sorcellerie ou d'avoir empoisonné l'eau d'un puits, la personne qui est accusée se défend,
elle se déclare innocent. La justice va chercher des preuves. En interrogeant la personne qui accuse, la personne va sortir des éléments concrets, une vache est morte, quelqu'un a été empoisonné, et la justice, par le retournement du fardeau de la preuve, va se retourner contre l'accusé en lui demandant de s'innocenter lui-même. Le retournement du fardeau de la preuve est une absurdité en droit. Personne ne peut prouver facilement qu'il n'a pas commis un crime. L'idée que la vérité émerge lorsqu'on rajoute de la douleur à l'interrogatoire est courante. Les contemporains parlent de passer les suspects à la question. À Genève, on pratique l'estrapade. Le suspect a les mains attachées dans le dos et est soulevé par les poignets. Sous la douleur, ils se mettent à avouer tout ce qui pourrait abréger leur souffrance. Les questions posées sont orientées. Les suspects approuvent ce qui est formulé par les juges et finissent par avouer des éléments surnaturels. Prenons un exemple. Est-il vrai que vous avez rencontré le diable? La personne refuse. On la torture. Vous avez rencontré le diable, n'est-ce pas? Et dans la formulation des questions, il y a la réponse. Il suffit de répondre oui pour mettre fin aux souffrances. À ce moment-là, les descriptions sont parfois farfelues. L'idée de complot du diable étant très répandue, l'interrogatoire cherche aussi à faire dénoncer les complices. Qui est jugé coupable est condamné à mort. La justice pratique souvent l'exposition des corps afin de dissuader les éventuels complices.